Entendez mon message, je vous appelle à l'insoumission. Amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans le libre journal de la Résistance et de la Reconquista. Bonjour et bon dimanche à tous, en ce 4 octobre 2015 où nous célébrons la solennité de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Le célèbre et magnifique évangile selon saint Luc d'aujourd'hui donne une version très précise et très belle de l'annonciation faite à Marie, où l'ange déclare « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre ». C'est tout ce que je souhaite à mon invité d'aujourd'hui. Je vous avais annoncé une émission un peu spéciale pour cette rentrée, une émission fraîche et joyeuse, j'espère qu'elle le sera. Émission un peu spéciale non seulement par la qualité de mon invité, mais aussi parce qu'elle inaugure une série d'émissions que vous pourrez suivre en direct sur le Salon Beige, représentée aujourd'hui par Louise Tudy, que je salue, que je remercie d'être à mes côtés, que vous ne verrez pas parce que vous savez bien que le Salon Beige préserve l'anonymat de tous ces cadres. Donc vous entendrez la douce voix de Louise sans pour autant en profiter. Je la remercie d'être à mes côtés et je salue tous les fidèles lecteurs de cet illustre salon où l'on ne déconstruit pas la société comme au XVIIIe siècle, mais au contraire où l'on reconstruit la France de demain. La France de demain, c'est la France de la jeunesse, la France de nos enfants, celle que nous allons léguer. Je dédie donc cette émission à la petite Olympe et à la petite Clémence, ces petites filles Espérance qui mettront bientôt le feu au monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Radio Courtoisie, où elle ne fait que de trop rares apparitions, Marion Maréchal Le Pen. Bonjour Marion. Bonjour. Députée français tête de liste pour les prochaines élections régionales qui se tiendront dans 2 mois exactement. Alors Marion, vous êtes la députée la plus jeune de l'histoire de nos institutions, ça reste vrai aujourd'hui. Vous êtes mariée, mère de famille. Dans un sondage récent, vous bénéficiez déjà du soutien de plus de 40% des Français, juste derrière votre tante Marine. C'est quand même remarquable. Vous avez le privilège d'avoir provoqué à l'Assemblée l'un des plus gros pétages de plomb et les plus ahurissants et pathétiques de notre Premier ministre Manuel Latremblotte. Donc rien que pour ça déjà, je vous en remercie parce que Avec plaisir. Ça nous rappelait les heures les plus drôles de l'histoire parlementaire française. J'espère qu'il y en aura d'autres. Vous êtes surtout le cauchemar des ténors de la droite qui se disent, je cite, « sidérés par votre fraîcheur, votre clarté et votre bon sens. J'aurais envie d'ajouter votre liberté de pensée et d'expression. » Et de conclure, c'est pas de moi, si on ne réagit pas très vite, elle va nous bouffer. Vous l'avez lu. Alors ce n'est pas une phrase lumineuse du pauvre Estrosi, mais ça pourrait. Pour nos auditeurs, je ne peux m'empêcher de vous lire. C'est un extrait du discours que vous avez prononcé le 5 septembre dernier à l'Université d'été du Front National, donc à Marseille. Il est possible de faire autrement, possible de tenir ses promesses. Il y a 3 jours, Christian Estrosi, encore lui, au milieu de 2 ou 3 mensonges sur Europe 1, expliquait que j'étais entré en politique par admiration pour Jean-Marie Le Pen, donc que mes raisons étaient forcément mauvaises. Là, c'est un sophisme toujours aussi brillant, mais ça, on est habitué avec ces technoplasmes. Vous poursuiviez, oui, c'est vrai, j'ai admiré et j'admire le courage de penser autrement, le refus de mourir avec le sourire, la volonté de ne pas baisser les yeux quand les puissants vous enseignent de les baisser du haut de leur diplôme et de leur carte de visite surchargée, l'envie de se regarder avec fierté dans la glace le matin plutôt que de vivre avec le reflet déformant que nous renvoie cette élite, celui d'un peuple déshérité qui n'a ni racines, ni histoire, ni identité, qui devrait sans cesse s'excuser d'être ce qu'il est. Cette fois, je l'ai retrouvé. Oui, cette pugnacité, cette espérance aussi, et il faut bien du courage pour espérer par les temps qui courent. L'espérance est une vertu héroïque. Sincèrement, on aimerait entendre ce genre de propos plus souvent. Voilà, des propos bien agréables. Est-ce que c'est là le feu, effectivement, qui vous habite ? Oui, c'est une partie du feu qui m'habite, en effet, parce que lorsque je suis rentrée en politique, il est vrai, au départ, un peu poussé, hein, il faut l'admettre, par Jean-Marie Le Pen, parce que je me sentais bien incapable de partir à ces législatives à 22 ans. C'est vrai que ce que j'admire chez Jean-Marie Le Pen, et ce que j'admire, ce que je retrouve aussi chez Marine, c'est cette liberté incroyable de pouvoir penser, critiquer, de ne pas être prisonnier des mots que nous imposent aujourd'hui nos adversaires politiques, et donc des barrières mentales, si je puis dire, qui accompagnent ces mots. Et donc cette capacité du coup de voir loin aussi, parce que je crois que la grande qualité de Jean-Marie Le Pen, c'est d'avoir été un visionnaire. Je crois que c'était Edgar Faure qui disait c'est un grand tort que d'avoir raison trop tôt. Je crois que ça a été l'un des plus grands torts de Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, Marine bénéficie, je crois, de cette grande qualité de visionnaire de Jean-Marie Le Pen, en apportant bien sûr sa touche personnelle. Et donc c'est vrai que au-delà du fond des idées, j'aime assez
ce côté rebelle dans cette famille dont je suis très fière et dont j'espère avoir un tout petit peu hérité. À vous lire, on a l'impression qu'en effet vous en avez hérité, mais vous avez hérité, et ça c'est votre touche personnelle, d'abord de quelque chose d'extrêmement joyeux. Donc ça c'est peut-être dû à la jeunesse, mais c'est surtout ce que je disais tout à l'heure, cette liberté de parole, de propos. Vous vous laissez jamais impressionner, vous allez au bout de vos idées. On l'a vu à l'Assemblée, mais on l'a vu aussi, on y reviendra tout à l'heure, sur le célèbre épisode de l'Université d'été de la Sainte-Baume, où vous avez simplement dit et affirmé des vérités et dit ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez, sans tomber dans le politiquement correct et puis les oukases lancées de toutes parts, qui ont à la fois décrédibilisé tous ceux qui les prononçaient et en même temps qui vous ont permis de vous exprimer très très librement. Je crois, enfin moi, là, des enseignements que j'ai tirés de ma relativement courte expérience et même de l'expérience de Marine ou de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'en réalité, les médias attaquent là où ils sentent un état de faiblesse. Enfin, en gros, ils s'en prennent à la faille qu'ils peuvent éventuellement percevoir. Donc je crois que lorsque l'on est convaincu par ces idées, il ne faut jamais s'en excuser, ou en tout cas les contorsionner de telle manière qu'elles puissent apparaître plus agréables, on va dire, ou plus acceptables à nos adversaires politiques. Ça s'appelle la démagogie, ça. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que du coup, on peut avoir parfois tendance à le faire en espérant que les coups seront moins rudes. Je crois tout l'inverse. Or, j'ai pu constater, y compris en direct dans certains débats, que j'étais parfois beaucoup moins attaquée en affirmant tout simplement et en assumant des propos que j'ai pu tenir, plutôt qu'en essayant de les contorsionner afin qu'ils soient plus agréables aux oreilles des bien-pensants de la caste politique. Et donc c'est vrai que dans ces conditions, je me suis astreint, on va dire, à ce devoir de vérité, et je dois dire que ça marche plutôt bien pour l'instant. Ça marche plutôt bien. Et Louise, au nom du Salon Beige, qu'avez-vous comme retour, vous, justement, de ce... On ne va pas rentrer pour le moment dans le fond, on va dire, mais déjà sur la forme et sur cette liberté de ton qu'on a vu beaucoup au moment des manifestations pour la défense de la famille, chez Marion, mais chez d'autres gens, mais qu'on retrouve effectivement pas chez grand monde aujourd'hui, et qui est un petit peu la liberté de ton, justement, du Salon Beige. C'est compliqué de répondre à cette question parce que les commentateurs du Salon Beige ne sont pas nécessairement le reflet de tous les lecteurs. Donc évidemment, les commentateurs sont partagés, ils sont attachés pour certains à un parti ou à un autre. Néanmoins, votre jeunesse, votre courage sont globalement appréciés. Pour la jeunesse, ça va pas durer, il faut que j'en profite alors. Non, mais vous représentez une génération... C'est un état d'esprit, vous le savez bien. Non, surtout, vous représentez une génération... Enfin, certains de nos lecteurs sont à peu près... font partie de votre génération, et je pense que ça fait du bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène, pour rebondir sur ce que vous dites à l'instant, et je le constate, je suis un élément parmi d'autres d'un phénomène de société qui est en train de prospérer, et dont la Manif pour tous a été l'un des catalyseurs et des révélateurs. Savoir qu'il y a toute une génération aujourd'hui qui est en train d'émerger, qui est un peu, ça a été théorisé, je trouve ça assez juste, la contre-génération 68, mai 68, qui est une génération qui a subi de plein fouet la déconstruction de mai 68, et qui aujourd'hui veut un retour aux principes, aux valeurs, à des maîtres à suivre, à un dieu même pour certains, et c'est aussi mon cas. Et donc dans ces conditions, c'est une génération qui n'a rien à perdre, puisque c'est elle qui de toute façon va payer de plein fouet tous les échecs et les renoncements des élites politiques passées, qui n'aura vraisemblablement pas de retraite, qui va vivre dans une insécurité grandissante, qui voit son peuple petit à petit disparaître, sa nation et son État avec elle, et donc dans ces conditions, c'est maintenant ou jamais. Et donc je crois que c'est ce qui nous permet aussi peut-être cette liberté de ton que n'avaient pas encore ceux qui nous précédaient. On va revenir justement là à la situation actuelle. Il y a eu une prise de conscience politique et manifeste depuis 2012, et effectivement le catalyseur de la Manif pour tous et de ces manifestations pour la défense de la famille a été spectaculaire. Vous appelez depuis ce moment-là à l'engagement de tous les jeunes, et des catholiques en particulier, ce que vous avez répété plusieurs fois, en politique, ce qui à mon avis aussi est une nécessité. On voit bien la crise actuelle, et la crise avec tous les immigrés illégaux qui sont en train d'arriver en nombre en Europe et en France, que là, la vieille Europe, le vieux système, quand je dis la vieille Europe, c'est pas au sens historique du terme, c'est la vieille Europe voulue et tenue par ceux qui la dirigent aujourd'hui, arrive à bout, est en train réellement de mourir, ce qui réellement me fait plaisir. Mais
est-ce qu'il y a moyen de réagir aujourd'hui? Parce que ça fait quand même très peur, le chiffre de 10 millions de candidats à l'immigration et à l'envahissement de notre pays ou de l'Europe est régulièrement cité. Quand on voit effectivement le volume de l'Afrique, on peut penser que c'est même encore plus que ça. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il y a encore moyen de réagir? Et là, je me tourne vers la candidate, puisque c'est vrai qu'en région PACA, vous allez être aux premières loges. Que peut-on encore faire pour stabiliser, se protéger et inverser? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir conscience d'une chose, et on reproche souvent au Front National de parler beaucoup d'immigration. C'est pas que nous sommes monomaniaques sur la question, c'est que nous considérons que c'est un sujet essentiel, vital même. Ça fait l'actualité tous les jours. Absolument, mais surtout parce que tout est rattrapable dans un pays. Nous avons connu des périodes de grande disette, d'endettement dramatique, mais tout est rattrapable sauf la démographie. C'est-à-dire que le jour où vous êtes minoritaire chez vous, eh bien c'est fini. Voilà, vous ne pouvez rien faire. Or, ce combat-là est en phase d'être perdu, clairement, au vu de la politique migratoire qui est menée. C'est pourquoi il est urgent d'agir. C'est pour ça que lorsque je dis à ces jeunes, entre autres de la Manif pour tous, mais pas seulement de s'engager, je leur dis engagez-vous partout, même si c'est pas nécessairement au Front National, parce que vous êtes en train de vous constituer une expérience et une légitimité dans des mouvements, et demain peut-être pourrons-nous travailler ensemble dans le cadre d'une union nationale qui sera véritablement extrêmement importante. Sur la question migratoire, il y a beaucoup d'axes différents. Le premier, bien sûr, déjà, est de sortir de l'aberration de l'espace Schengen, et pas seulement... C'est en train de se faire, non? C'est en train de se faire. On a l'impression que Schengen n'existe plus déjà. Pas très partiellement, parce qu'en réalité, il n'y a que la Hongrie et l'Allemagne avec l'Autriche qui ont pu suspendre l'espace Schengen, en toute légalité d'ailleurs. On nous disait que c'était impossible, parce qu'il existe des articles, en cas de menace de la sécurité intérieure ou de l'ordre public, de pouvoir unilatéralement suspendre l'espace Schengen. C'est même Ségolène Royal qui l'a avoué dans les médias. Ce qui a été d'ailleurs caché pendant des années, et c'est qui devrait être fait immédiatement par la France. C'est pourquoi je me méfie d'ailleurs de l'idée d'un Schengen 2 vanté par Nicolas Sarkozy, dont on ne connaît pas véritablement la teneur, et qui à mon avis ne serait pas une solution, parce que sur la question aujourd'hui des 30 000 migrants, parce que c'est le nouveau terme, ou réfugiés qui seraient accueillis en France, il faut savoir que c'est un mensonge total, ces quotas, parce que en réalité il s'agit du traitement des dossiers, c'est-à-dire qu'une fois que les 800 000 qui seront accueillis en Allemagne et régularisés sous le droit d'asile, ils seront libres de se rendre partout dans l'espace Schengen, y compris en France. Donc il faut être très mesuré là-dessus, parce qu'on nous dit 30 000, oui mais 30 000 au milieu de 65 millions d'habitants, ça n'est rien, c'est dérisoire, c'est là quand même la moindre des choses que les accueillir, sauf que d'accord, c'est 30 000, plus le regroupement familial qui va s'en suivre, puisque les demandeurs d'asile maintenant ont droit au regroupement familial, plus tous ceux qui pourront librement circuler, plus les immigrés légaux qui continuent de rentrer sur le territoire français par d'autres biais que le droit d'asile, plus les 200 000 entrées légales par an. Et c'est vrai qu'à ce rythme-là, on se dit que très rapidement, eh bien, la substance même du peuple français est en train de disparaître, et il y a une importation avec, il ne faut pas se voiler la face, d'une culture différente qui est en passe sur certaines parties du territoire français de remplacer la culture française. Et en particulier en région PACA, où effectivement, vous pouvez le constater tous les jours. Et en particulier en région PACA, qui est la concentration à l'échelle régionale de tous les maux qui touchent la France, mais de façon encore plus accentuée, puisque nous sommes la 4e région la plus pauvre de France, nous avons un taux de chômage supérieur à la moyenne, nous avons évidemment une immigration très importante et qui ne date pas d'hier, qui a basculé d'ailleurs avec le regroupement familial, car avant c'était une immigration de travail, c'est devenu une immigration familiale avec le regroupement familial, et nous voyons la concentration de tous les maux aujourd'hui de cette inassimilation ou désassimilation de ces étrangers, à savoir l'insécurité grandissante, la montée de l'islam radical. À Carpentras, il y a une mosquée déjà classée salafiste qui est en train d'être mise en place, et les terrorismes. Il faut savoir que suite à l'affaire Mohamed Merah et aux autres terroristes, il y a eu beaucoup de réseaux démantelés dans ces zones-là, donc nous avons à échelle régionale une concentration des maux qui n'épargneront personne demain. Quand il y en a un qu'on démantèle, il y en a 10 qui se créent de toute façon, vu la masse, donc c'est dérisoire comme vous disiez. Bien sûr, et surtout il faut alerter les Français, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Français qui se croient protégés, on va dire, de ces maux-là, vont déchanter lorsqu'ils vont voir l'application à l'échelle nationale de la mise en place de quotas dans les campagnes, où en réalité, pour cacher la poussière sous le tapis, le gouvernement va tenter de disséminer cette immigration dans les campagnes et se verra le phénomène qui est déjà celui en PACA, à savoir une concentration communautaire qui va apporter avec elle un certain nombre de difficultés que l'on connaît déjà. Vous avez parlé de plusieurs axes pour lutter contre l'immigration massive. Quels sont les autres axes que la sortie de Alors il faut déjà, donc je vous le disais, la sortie de l'espace Schengen, déjà pouvoir contrôler qui entre et sort sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut réformer en profondeur le droit d'asile, parce qu'aujourd'hui, la lecture qui est faite du droit d'asile est totalement erronée. C'est-à-dire que le droit d'asile n'est pas un droit universel à l'accueil, ou même le droit d'une population
population d'un pays en guerre à pouvoir venir s'installer dans le pays qu'est le nôtre. C'est un droit individuel qui doit être interprété de façon très restrictive et ne pas devenir, comme c'est le cas aujourd'hui, une filière d'immigration illégale bis. Parce qu'aujourd'hui, en plus d'être interprété de façon très large, il n'y a que 1% des déboutés du droit d'asile qui sont véritablement expulsés du territoire français. C'est-à-dire concrètement que lorsque vous venez demander le droit d'asile en France en étant entré clandestinement d'ailleurs dans notre pays, accessoirement, en réalité, vous ne le quittez jamais, quand bien même vous seriez débouté, et avec l'ensemble du système, vous finissez par être de toute façon naturalisé, puisque vos enfants sont scolarisés, et patati et patata. Donc, et deviennent français de facto. Et deviennent français de facto s'ils naissent sur le territoire français, voilà. Car il y a un droit quasi automatique. Et là, une autre chose intéressante, la suppression évidemment de ce qu'on appelle le droit du sol, même si c'est pas le droit du sol en soi, mais l'acquisition quasi automatique de la nationalité française alors que vous naissez sur le territoire français, qui est une aberration totale. Ça devrait passer par la naturalisation, parce qu'en France aujourd'hui, vous naissez sur le sol français de parents étrangers, vous avez eu une scolarité catastrophique, vous êtes un délinquant multirécidiviste, et bien vous allez acquérir quand même la nationalité française à 18 ans, même à 16, si vous avez vécu 5 ans sur le territoire français. Et puis, il nous faut supprimer le regroupement familial, qui de la même manière est une aberration totale, largement ouverte, et qui constitue aujourd'hui l'essentiel de l'immigration légale, pour pouvoir concentrer le peu d'immigration acceptée sur une immigration économique de haute qualité qui peut apporter à notre pays, et pas coûter, comme c'est malheureusement largement le cas aujourd'hui. Alors, dans son émission lundi dernier, que vous avez peut-être entendu, Henri Lesquin faisait référence, en critiquant, au fait que justement le programme du Front National ne prévoyait pas l'abrogation du droit d'asile, mais un aménagement. Et pour lui, je cite ses propos à peu près, et il disait « L'asile en aucun cas n'est un droit, c'est un privilège qu'on accorde », ce qui est assez logique d'ailleurs, à une personne qui souhaite arriver sur le territoire français. Et donc la seule mesure possible, je cite Henri Lesquin, ça n'est pas l'aménagement, c'est l'abrogation, parce qu'en aucun cas, ça peut devenir un droit universel. Or, le terme même de droit, un étranger qui arrive en France n'a pas des droits, à la limite il a des devoirs, mais il est accueilli et c'est un privilège qu'on lui accorde. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Est-ce que cette vision des choses vous semble effectivement... C'est vrai que moi je suis toujours très étonnée par la virulence des propos tenus par M. Lesquin à notre endroit, parce que je trouve qu'il faudrait mieux concentrer, si vous voulez, ces attaques et ces critiques, ces fortes critiques, à des gens qui sont largement plus nocifs pour notre pays que nous le sommes, parce que même si on peut avoir des désaccords, je pense que l'on peut quand même s'accorder sur le fait que le Front National participe à éveiller les consciences, à faire avancer la conscience nationale, l'idée de nation, l'idée d'identité. Bon voilà, sur la question du droit d'asile, je ne crois pas que la suppression pure et simple soit une bonne solution, parce que le droit d'asile peut se justifier, notamment à l'égard de réfugiés politiques, comme Edward Snowden par exemple, qu'on aurait pu accueillir sous cette égide. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la principale difficulté du droit d'asile, c'est que l'expulsion n'est pas respectée. Il y a 80% des demandeurs qui aujourd'hui sont effectivement déboutés du droit d'asile, mais ils ne quittent jamais le territoire français. Donc je ne suis pas nécessairement pour sa suppression pure et simple, en revanche je suis pour le ramener à l'esprit d'origine, qui était celui d'accueillir très individuellement des gens qui étaient persécutés principalement pour des raisons d'ailleurs politiques, parce qu'ils défendaient une certaine idée de la liberté ou qu'ils étaient des opposants, et pas pour défendre des immigrés économiques comme c'est le cas aujourd'hui. Et immigrés économiques ou politiques, parce que on voit bien que tous les jeunes gens, les jeunes hommes qui sont en train de déferler sur l'Europe, sont là pour toute autre chose que de trouver du travail, et c'est assez surprenant d'ailleurs de voir la nature même de ces personnes qui sont en train d'arriver en masse. C'est troublant d'ailleurs. C'est très troublant parce qu'on nous explique que ces gens quittent un pays en guerre, qu'en effet une grande partie d'entre eux sont des hommes en âge de se battre, entre 30 et 40 ans, et donc cela implique qu'ils auraient laissé sur place donc dans un pays en guerre leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles. Mais ils se battent, mais contre les polices européennes. C'est ça, ce qui paraît surprenant. Je crois surtout que la grande difficulté, c'est déjà qu'il y a beaucoup de fraude. Il faut savoir, je crois que c'est Valeurs Actuelles qui révélait qu'il faut 48 heures aujourd'hui pour se faire un passeport syrien, ce qui est quand même explique une grande partie du problème. Qu'une partie, il faut le rappeler aussi quand même, de ces Syriens, quand il s'agit véritablement de Syriens,
sont des classes moyennes qui quittent les zones gouvernementales. Donc leur vie n'est pas en danger immédiat, mais dans la difficulté d'avoir une perspective d'avenir, ils quittent le territoire. Et il y a aussi une partie, comme ce fut le cas du père de cet enfant mort sur la plage, qui pour le coup ont déjà quitté le territoire et qui étaient en Turquie. Oui. Exactement, donc leur vie n'était pas menacée et qui en réalité viennent en Europe pour d'autres raisons. Là est le tri. Il partait même au Canada se faire opérer des dents, je crois. Manifestement, donc il était semble-t-il un passeur, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une manipulation médiatique absolument terrible, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre en exergue les enfants, les familles, qui en réalité constituent aujourd'hui une minorité des personnes qui arrivent sur le territoire français. Et les solutions pérennes ne passent-elles pas justement par l'aide aux pays qui sont foyers d'émigration ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'évidemment on ne peut pas colmater les brèches en aval si on ne colmate pas les brèches en amont. Ça je suis parfaitement d'accord. Il faut évidemment déjà revoir notre politique d'aide au développement, qui aujourd'hui est déjà sous-budgétée d'une part, mais inefficace. Et en particulier d'ailleurs en aidant les entreprises françaises, parce que c'est vrai que c'est un peu un puits sans fond, il n'y a pas de véritable contrôle d'efficacité. Et puis aussi, il faut avoir le courage d'aller mener une politique de défense beaucoup plus indépendante qu'elle ne l'a été jusqu'ici, c'est-à-dire renoncer à l'intrusion systématique qui ont conduit au chaos libyen qu'on connaît aujourd'hui, mais également comme ce fut le cas en Irak et en Afghanistan, et en Irak qui n'a d'ailleurs pas été étranger à l'émergence de l'État islamique, et aujourd'hui accepter d'aller de facto aider l'armée légale de Bachar el-Assad pour contrer la propagation de l'État islamique et donc le départ forcé de ces gens, et en particulier des chrétiens d'Orient. Et bien sûr, faire aussi une aide humanitaire aux pays limitrophes qui accueillent des camps de réfugiés, afin de pouvoir les aider, notamment à s'alimenter et à recevoir de l'eau. Le 12 octobre prochain, je ne sais pas si vous le savez, le pseudo-philosophe de salon, qui s'appelle Monsieur Lévy, est convié par l'IHADN à expliquer la situation en Libye. L'indécence n'a aucune limite, mais ça je pense que vous avez dû vous en rendre compte depuis que vous êtes entré en politique. Après ils inviteront sans doute Marc Dutroux à exposer son programme sur l'éducation sexuelle en maternelle. Comment on peut arriver dans un pays comme la France à avoir des Sarkozy, des BHL qui, après avoir menti sur tout, s'être trompé sur tout, avoir provoqué des catastrophes, des chaos politiques, économiques, humains, humanitaires absolument gigantesques dont on ne maîtrise absolument même pas les conséquences, peuvent encore aller pérorer et aller donner des cours à l'IHEDN à Paris, à l'école de guerre, pour expliquer pourquoi il a eu raison d'aller mettre le feu et le sang en Libye et qu'il veut faire la même chose en Syrie. Je vous cache pas que c'est une énigme pour moi aussi. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs la réaction de Michel Onfray qui les avait taclés sur un plateau de télé en disant que ces gens avaient un manque de pudeur absolument total. Oui, il avait appelé à ce que ces criminels aillent se cacher dans un placard. Mais c'est plus dans une prison qu'ils devraient aller, ces gens-là. Mais c'est vrai qu'ils ont pour eux une espèce de légitimité factice fabriquée par les médias, fabriquée par une espèce de système qui est en totale déconnexion avec la réalité. Et puis je crois surtout qu'il est la démonstration que la classe politique préfère porter le chaos plutôt que d'admettre qu'elle a pu se tromper. Voilà, je crois qu'il y a un gros problème d'orgueil aussi dans cette classe politique aujourd'hui qui participe grandement au déclin qui est le nôtre, l'incapacité à poser un diagnostic et à dire voilà, nous avons eu tort, et donc parce que nous avons eu tort, nous allons changer. Et ça, c'est un syndrome quand même largement répandu aujourd'hui en politique. Et c'est vrai que Bernard-Henri Lévy, avec l'aide de Nicolas Sarkozy, a cassé, si je puis dire, le bouchon libyen et participe aujourd'hui du déferlement migratoire que l'on connaît, puisque, vous le savez, c'est le chaos total et que les gardes-côtes libyens sont totalement corrompus par les passeurs. Peut-être c'est un sujet dont on pourra parler, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a de véritables mafias, dont d'ailleurs celle de l'État islamique, qui se fait un argent fou sur la misère humaine, forçant même parfois les gens, armes au poing, sur la tempe, à prendre des bateaux dans des états déplorables. Et l'Union européenne, au lieu de casser ce système-là, l'encourage, puisqu'elle a décidé d'élargir le système Mare Nostrum, mis en place initialement par les Italiens, c'est-à-dire d'aller chercher les bateaux et de les ramener sur les côtes européennes. Ce qui est dément. Refusant par là même, d'ailleurs, ce qui était initialement envisagé, de détruire les bateaux vides
qui sont amarrés au port et donc laissant les passeurs faire ce travail terrible. Et gagner un argent fou, comme vous le disiez. Et gagner un argent fou, puisque j'ai vu qu'il y avait un commerce qui prospérait notamment en Turquie, c'était la vente de gilets de sauvetage. Vous avez des villages, vous avez des images incroyables, des villages qui sont pourtant assez loin d'ailleurs du rivage, où ils vendent des centaines de gilets de sauvetage. C'est devenu manifestement un commerce rentable. Et pour rester sur cette question de la géopolitique, Bernard Lugan a révélé dans sa dernière note que Saïf al-Islam Kadhafi, donc le fils de Muammar Kadhafi, qui est toujours en prison, en résidence surveillée, est sans doute le futur chef de l'État libyen, puisque les tribus, les différentes tribus libyennes se sont réunies et l'ont élu récemment comme étant un de leurs porte-parole. C'est une gifle mondiale dans la tête de Sarko et de BHL, parce que les conséquences de ce qu'ils ont fait sont monstrueuses. On en revient à quelque chose manifestement de raisonnable, donc on va peut-être avoir à nouveau un Kadhafi président, roi, empereur, on ne sait pas, mais peu importe le terme de la Libye. Et on continue à avoir néanmoins les BHL et Sarko qui disent, si, comme il a fait ses confessions, si je devais recommencer, j'en ferais la même chose. Alors, je pense qu'il ne faut absolument pas être dupe déjà des arguments qui sont avancés pour aller ainsi faire et défaire des gouvernements. Je crois que les droits de l'homme est un argument totalement factice, qu'en réalité il y a derrière des jeux de pouvoir, d'alliance et notamment des critères énergétiques qui rentrent largement en compte. Il faut savoir que nos alliés aujourd'hui, on pourrait d'ailleurs en parler, le Qatar et l'Arabie Saoudite, sont des pays sunnites qui vivent assez mal le fait que nous ayons pu avoir des relations équilibrées pendant très longtemps avec des pays chiites, et dans ces conditions ont tout fait pour les déstabiliser. Nous avons aujourd'hui la volonté manifeste d'avoir une propagation justement de ce courant sunnite et de faire tomber tous les régimes autoritaires laïques pour faire prospérer et s'appuyer sur de fausses rébellions qui en réalité n'ont rien d'un printemps arabe, mais sont un véritable hiver arabe, qui sont totalement gangrénés par les islamistes, mais qui, on va dire, leur servent temporairement pour faire tomber aujourd'hui ces régimes, en espérant pouvoir reprendre la main derrière en y mettant des hommes de main. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit en Libye ou en Syrie, eh bien, les populations vivaient mieux, il faut quand même avoir le courage de le dire, que face aux barbares de l'État islamique. C'est le cas effectivement sur tout le pourtour méditerranéen à peu près. Et c'est la seule. Voilà, on ne peut pas dire qu'ils vivent mieux en Syrie, mais pour le moment encore ils espèrent que ça va tenir. Et je pense en effet, mais vous pouvez nous en dire un mot, que si le dernier verrou qui est Bachar el-Assad tombe dans cette région-là, c'est l'apocalypse qui attend toute cette zone. C'est l'apocalypse qui est absolument, et je crois qu'il y a des pays d'ailleurs pas très loin qui sont très inquiets, qui sont en train également de basculer, je pense au Liban ou des choses comme ça, qui seront sur l'échelle domino des victimes collatérales, on va dire, de la politique aujourd'hui qui a été menée par la France derrière les États-Unis. Et c'est vrai qu'il faut un sursaut parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a pendant été très longtemps une nation indépendante, avec un rapport très équilibré au monde. On n'était pas dans l'ingérence systématique. C'est des pays qu'on connaissait bien d'ailleurs, parce que nous sommes un ancien grand pays colonial, donc nous avons une certaine culture justement et connaissance de ces pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a renoncé totalement à notre indépendance en se mettant sous l'égide de l'OTAN et notamment des Américains. Je vous donne un exemple. Je posais la question la fois dernière. À nouveau à Sarkozy, il faut quand même le rappeler aux auditeurs. À monsieur, poser une question la fois dernière en commission donc au ministre des Affaires étrangères, lui posant la question de savoir comment il était possible que nous ayons renoncé à la vente du Mistral aux Russes sous la pression des Américains, alors même que dans le même temps, eux signaient un contrat spatial avec ces mêmes Russes, et qu'aucune compensation financière ou contractuelle dans la vente d'armement n'a pu être négociée avec eux afin de compenser cette perte financière absolument considérable. Nous sommes toujours les dindons de la farce, les meilleurs élèves des États-Unis, et à côté de ça, nous n'avons aucun gain, puisque aujourd'hui tout le monde se range derrière la Russie pour se rendre en Syrie. Et c'est surtout ça, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, avec son talent de joueur d'échecs et de joueur de judo extraordinaire, Vladimir Poutine a quand même amené derrière lui le monde entier à suivre sa politique étrangère. C'est parce on le doit aussi à son la France ministre.
Oui, d'une certaine parce manière, que puisqu'elle commence les frappes aériennes. Parce que c'est la politique du réel, oui, mais toujours trop tard. Voilà, c'est ça le problème, c'est que maintenant que on se rend compte que il faut être réaliste et qu'il n'y a pas d'autre solution, bon, la France finit par retourner sa politique et suivre. Est-ce que Laurent Fabius ne devrait pas démissionner après avoir dit tant d'âneries sur le sujet et avoir affirmé de telles contre-vérités? Beaucoup devraient démissionner, mais moi, ce qui me frappe toujours, c'est cette indignation. Il nous manquera, c'est sûr, mais je pense qu'il pourrait démissionner. C'est cette indignation à géométrie variable, moi, qui me frappe dans cette classe politique française qu'on peut retrouver à beaucoup d'échelles, mais notamment à l'échelle internationale, où on nous explique que la Russie, c'est ignoble, c'est un immonde tyran, homophobe, dictatorial, alors que dans le même temps, nous n'avons strictement aucun complexe à travailler, je vous le disais tout à l'heure, avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, d'ailleurs, qui a pris la tête du panel des droits de l'homme à l'ONU. C'est très touchant, ça. C'est très touchant. Vous faire, oui, ça m'a beaucoup ému, surtout que dans le même temps, vous avez vu, ils sont en train de préparer le guillotinage et la crucifixion donc d'un jeune opposant politique de 21 ans. Mais pour les droits de l'homme. Voilà. Sans doute que lui n'a pas la même conception des droits de l'homme. Et ce sont donc ces gens-là qui vont aller vérifier dans les différents pays la bonne application des droits de l'homme. On marche complètement sur la tête. C'est totalement absurde. Quand on a eu l'occasion de parler de ce sujet-là et du fait que tout marchait sur la tête assez récemment, est-ce que, à votre âge, que je ne cite pas par respect, vous pouvez encore. C'est pas très très impressionnant et c'est pas un poids justement trop gigantesque de se rendre compte que c'est même pas les écuries d'Augias que vous avez à nettoyer, c'est tout le monde qui marche au travers. Comment est-ce que, avec votre expérience de 3 petites années en politique, vous n'avez pas la tête qui tourne et envie de vous mettre la tête sous votre oreiller? Alors je crois que c'est Vladimir Poutine qui a dit le pouvoir ça ne se prend pas, ça se ramasse. Je crois que nous concernant c'est malheureusement ce qui va se passer, c'est-à-dire que nous allons vraisemblablement être élus sur le chaos, l'échec et le renoncement de l'ensemble de la classe politique. Moi ce qui me donne beaucoup d'espoir, je vais vous dire, parce que je fais beaucoup de terrain, je rencontre beaucoup de gens, c'est je crois que le peuple français est un peuple particulièrement politique. Et que c'est un peuple qui a un bon sens extraordinaire. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on lui lave le cerveau à travers les médias, à travers la culture, à travers l'école, et en dépit de cela, eh bien, il arrive à avoir encore une capacité critique. On le voit dans les différents sondages d'opinion sur les grands sujets. En réalité, lorsque l'on ne pose pas la question à travers les partis, mais à travers les idées, l'immense majorité des Français sont en accord avec nous sur des sujets essentiels, et notamment sur la question migratoire. C'est ça qui me donne beaucoup d'espoir, c'est la capacité des Français à rester lucides sur la situation, mais ils sont prisonniers, si je puis dire, d'une élite qui les a emprisonnés et qui a tout fait pour s'auto-reproduire. Ils ont encore de l'espoir ? Parce que comme moi je lis, en préparant l'émission, j'ai lu beaucoup de vos interventions. Vous avez quand même touché du doigt, et c'est le cas de Marine aussi, en faisant tout son tour de France régulièrement, notamment dans les campagnes. Il n'y a plus beaucoup d'espoir. Il n'y a plus beaucoup d'espérance, oui, il y a plus d'espoir et encore un peu d'espérance, je ne sais pas comment il faut voir ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'état de désespoir, notamment à la campagne, est abyssal. Oui, les Français sont largement désabusés, il faut dire ce qui est, faut pas se leurrer, d'où d'ailleurs les taux d'abstention absolument considérables qu'il y a en France. Et c'est vrai que, j'ai tendance à dire, je trouve cet adage assez juste, les plus grandes souffrances sont muettes. Et c'est vrai que je crois que notre rôle, nous, au Front National, c'est d'être le porte-voix de cette France muette, c'est-à-dire de cette France périphérique, rurale, qui n'intéresse en aucun cas la classe politique française, puisqu'aujourd'hui l'immense partie de l'intérêt de la classe politique va vers les métropoles ou vers les banlieues, inversement proportionnel d'ailleurs à leur place géographique. On a le sentiment qu'aujourd'hui on ne se valorise qu'à travers le fait de s'intéresser à ces territoires. Et à l'inverse, les campagnes françaises, manifestement, n'intéressent absolument pas la classe politique française. Parce que c'est vrai que numériquement, déjà, elles sont de moins en moins nombreux. Et puis, c'est une France, comment ils disent ça, rance, comme ils disent. Hein, c'est une France plutôt conservatrice. C'est encore une France qui a des valeurs, qui travaille, qui est très loin de la modernité parisienne. Et dans ces conditions, c'est vrai qu'elle vote mal en plus la plupart du temps, donc c'est vrai que c'est une raison supplémentaire de s'en désintéresser et d'importer de nouveaux électeurs par la même occasion. Est-ce que la France est encore réformable ? Est-ce que tout n'est pas déjà verrouillé ? Non, je pense que la France est réformable. Je pense que la méthode utilisée pour réformer est mauvaise. Je crois qu'on se prive trop largement, que ce soit sous la droite ou la gauche, d'un outil qui est un outil
extrêmement intéressant qui a pu être éprouvé à l'étranger de façon efficace, c'est-à-dire le référendum, la démocratie directe. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est remarquable dans les sondages d'opinion, c'est que les réponses sont différentes selon que l'on la pose à travers le prisme d'un parti ou à travers le prisme d'une simple idée. C'est-à-dire que quand on pose la question, par exemple, c'est assez remarquable, prenons un sujet assez clivant, la peine de mort. On se rend compte que sur la question de la peine de mort, en réalité aujourd'hui il y a un basculement, d'ailleurs une majorité des Français sont à nouveau pour, toutes tendances politiques confondues, c'est-à-dire que ce soit de l'extrême gauche, à la droite ou en 80, ils étaient pour la peine de mort. Oui. Et quand Badinter l'a imposé, il l'a imposé en disant parfois il faut savoir ne pas écouter la majorité. Absolument, mais je veux dire, ce qui est révélateur, c'est quand on pose cette question à travers le prisme du Front National, c'est-à-dire êtes-vous d'accord avec la proposition du Front National de remettre en place la peine de mort, là on se rend compte qu'il y a une minorité qui est pour, parce qu'en fait c'est posé à travers un parti. Et je crois que pour sortir de ce système... Pris, même. Parti pris. Se sortir de ce système de parti qui aujourd'hui est en train de nous tuer à petit feu, il faut revenir à la démocratie directe et on pourra constater, parce que ça a été éprouvé, je vous dis, dans des pays comme la Suisse, mais pas seulement, qu'il n'y a pas de démagogie. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas en Suisse, par exemple, où il y a eu la possibilité d'augmenter le nombre de semaines de congés payés. Eh bien, ça a été refusé par les Suisses parce qu'ils considéraient que c'était une mauvaise solution pour leur économie. Je crois que les Français ne sont pas plus idiots que les Suisses et que dans ces conditions, on pourra réformer la France à travers cela. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, vous avez dit dans un entretien, le FN, le Front National, parti auquel vous êtes attaché aujourd'hui évidemment, n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Est-ce que c'est dans la lignée, dans la tradition de Simone Veil, la philosophe, pas la sanguinaire, que vous avez tenu ces propos-là sur justement la limite d'un système de parti? Alors j'ai dit, la phrase complète, c'est pour moi le Front National n'est pas une fin en soi, c'est un outil. C'est-à-dire que je ne me bats pas pour le Front National, je me bats pour mon pays. Et dans le cadre de ce combat, le Front National m'apparaît être l'outil le plus performant pour pouvoir arriver à mes fins. C'est-à-dire que si le Front National doit être amené à évoluer, à rassembler plus fortement, à changer de nom, enfin voilà, à changer la forme, je ne suis pas, comment dire, fermée à l'idée de voir cette évolution, quand bien même je pourrais avoir un attachement affectif et familial à C'est ce que dit Marine Le Pen d'ailleurs. C'est ce que dit également Marine Le Pen, et je pense que c'est très sage de ne pas devenir son propre objet, ce qui est aujourd'hui un travers assez largement répandu en politique. Et donc c'est vrai que dans ces conditions, il faut essayer de sortir un peu de ces systèmes de partis dans lesquels les institutions de la 5e nous enferment un peu, il faut bien le dire. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi je crois qu'il est très important d'avoir une implication dans tous les mouvements des catholiques et de gens qui partagent, on va dire, une cellule de base commune d'idées pour pouvoir demain essayer de créer des ponts et de travailler ensemble. Ce ne sera pas tout de suite, mais d'ici 10 ans, j'espère pouvoir réussir à y contribuer et retrouver des gens que j'ai fréquentés dans d'autres cadres, notamment par exemple l'IFP ou des choses comme ça, qui sont des initiatives, je crois, très intéressantes et qui permettent de faire émerger une génération politique moins sectaire et plus souple dans l'approche politique. Moins enfermée dans des partis, justement, dans une logique de parti. Je le pense, c'est pourquoi j'ai toujours regardé, moi, avec bienveillance, Sens commun, par exemple, même si je suis assez lucide, je pense, malheureusement, sur le peu d'influence qu'ils auront à terme sur le projet présidentiel et Nicolas Sarkozy. Je trouve que ça va dans le bon sens, voilà, et que c'est toujours une façon de veiller, de se former et de faire émerger des cadres demain. Et vous-même, vous n'êtes pas le sens commun du Front National ? Alors on m'a posé la question de savoir s'il était s'il était utile d'avoir un mouvement comparable à Sens commun ou au Poisson Rose chez les socialistes. Mais j'ai répondu que non, pour la simple et bonne raison que l'objectif des Poissons Roses ou de Sens commun, c'est de faire pression sur une ligne qui n'est pas la leur, une ligne officielle du mouvement qui n'est pas la leur, notamment sur la question du mariage homosexuel, mais pas seulement, mais aussi l'euthanasie, bref, un certain nombre de sujets sociétaux. Au Front National, ça n'a pas d'utilité directe, puisque la ligne que je porte et que pourrait porter l'équivalent de Sens commun est aujourd'hui la ligne officielle du mouvement, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça n'a pas d'utilité de mettre un mouvement de pression de cet ordre-là, et à l'avenir non plus, parce qu'il n'y a pas eu de renoncement, comme j'ai pu l'entendre, notamment sur la question du mariage homosexuel. Nous sommes le seul parti à avoir été clair et net à dire que nous abrogerons cette loi. Je veux dire qu'à l'UMP, ça a été quand même largement plus ambigu. Ah non, ça n'avait pas ambigu l'UMP, ils ont dit qu'ils ne l'abrogeraient pas. Oui, c'est vrai. Non, il n'y a aucune ambiguïté. Oui, certains ont pu servir de caution, comme d'habitude. Mais oui, voilà. avant le vote de la loi, effectivement, ils ont dit tout et n'importe quoi, mais après, c'est... Au contraire, ils font une unanimité remarquable sur le sujet. Le Front National a dit qu'il abrogerait, mais aussi qu'il
qu'il réécrirait le Pacs, qu'il l'améliorerait. Et en 2002, le FN était pour l'abrogation du Pacs, en 2012 pour son maintien, en 2014 pour son maintien et son amélioration. En fait, si vous voulez, la question du Pacs aujourd'hui, qui m'apparaissait être une bonne façon de protéger les couples homosexuels dans la société, avait des problèmes notamment sur la question de l'héritage. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut permettre des aménagements qui fait qu'aujourd'hui, un couple homosexuel, parce que moi je ne juge pas les gens qui vivent dans ce cadre-là, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me dérange principalement dans la question du mariage, c'est déjà d'une part, et c'est le sujet quand même majeur, c'est le fait qu'on ouvre la voie à des dérives demain encore plus importantes, si je puis dire, puisqu'on est en train d'expliquer que toutes les formes d'amour doivent être reconnues par l'État, indépendamment du fait qu'un homme et une femme constituent naturellement, on va dire, la cellule de base de la société et de la reproduction. Demain, vous verrez que les mêmes arguments seront avancés, notamment pour la polygamie. Les gens diront, au nom de quoi me refuse-t-on la reconnaissance de mon amour polygame ? En Allemagne, il y a des groupes zoophiles qui ont fait les mêmes revendications. Ce sera exactement les mêmes arguments, et dans cette logique-là, d'ailleurs, il sera très compliqué pour eux qui ont défendu le mariage homosexuel d'y répondre par la négative, et puis surtout l'adoption des enfants. Ça, je veux dire, il faut quand même y penser. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas expliquer qu'il est normal qu'un orphelin qui a déjà souffert beaucoup de la privation de ses parents biologiques puisse grandir dans un couple dans un cadre où il serait volontairement privé d'un père ou d'une mère. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, je tiens à dire que je suis aussi contre l'adoption par des célibataires. Parce que je considère que par souci de cohérence, je veux dire, si on doit offrir un cadre, un référent homme, père et mère, on ne peut pas dans le même temps défendre l'adoption d'une personne célibataire, par une personne célibataire. Oui, mais le Pacs, c'est un pastiche de mariage. Je pense que symboliquement, on n'est quand même pas dans le même cadre. Déjà parce que l'adoption n'est pas ouverte, la filiation n'est pas ouverte, et que on est là dans un cadre purement juridique. On n'est pas dans un cadre moral comme on peut retrouver d'ailleurs, y compris dans le Code civil, qui se maintient de fidélité, de soutien en cas de maladie. Enfin bref, des choses, à mon avis, qui vont encore plus loin que le Pacs, qui est un cadre, on va dire, un contrat de civil pour se protéger des aléas de la vie en cas de décès de l'un ou de l'autre. On voit bien néanmoins que le régime du Pacs a été petit à petit rapproché du régime du mariage civil et que là on discute de célébrer les Pacs dans des mairies. Oui, là c'est là où ça devient totalement grotesque. C'est-à-dire que le Pacs il doit rester à l'esprit d'origine, c'est-à-dire rester un contrat purement civil qui permette, comme je disais, de pallier aux aléas de la vie, mais en aucun cas vouloir se rapprocher même symboliquement du mariage. Là ça n'a pas de sens, et c'est d'ailleurs la dérive en effet qui fait que d'ailleurs initialement le Front National s'y était opposé, parce que c'était pas tellement la question de ce Pacs en soi, c'était évidemment qu'on y voyait les prémices du mariage homosexuel, parce qu'à l'époque, C'était clairement le cas. C'était écrit, en dépit d'ailleurs du fait qu'Elisabeth Guigou avait expliqué à l'époque que pas du tout, ça n'arriverait jamais. Chaque fois, on commence à les connaître maintenant dans la pratique, chaque fois qu'ils mettent le doigt dans l'engrenage, ils ne s'arrêtent plus. Et évidemment, on savait que ça allait annoncer cela. Donc c'est vrai que dans ces conditions, il faut savoir poser les limites. Moi je vous le dis, je suis sincère là-dessus, je ne suis pas pour remettre en cause l'existence de ce Pacs. En plus, ce qui est surprenant, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, l'utilisation majoritaire est faite par des hétérosexuels et non pas par des homosexuels. Ce qui était bien la démonstration en réalité que c'était une revendication plus politique qu'une nécessité politique de la part d'une minorité en réalité agissante, vindicative, d'homosexuels militants qui voulaient par ce biais-là faire tomber à tabou et pas seulement trouver des solutions, on va dire, pratiques à la vie au quotidien, dans le cadre par exemple de l'héritage dont je parlais tout à l'heure. Les seules personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui s'étaient pacsées, c'était des amis, pas les miens, mais des amis qui décidaient de se rendre service, des fonctionnaires, et qui, en se pacsant, aidaient un de leurs amis à venir, à changer de poste et à rejoindre des régions. En général, ils allaient en PACA d'ailleurs. C'est qu'ils étaient en région parisienne, ils trouvaient un copain hyper romantique. En PACA qui disait « Tu veux pas te paxer avec moi, comme ça me permet de venir, de demander ma mutation ». Et il se retrouvait, et ça lui permettait de partir de manière légitime. Il y a des effets d'aubaine, en effet. C'est assez étonnant. Il y a des effets d'aubaine, c'est vrai qu'on est assez loin du mariage romantique. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que disait Louis Study à l'instant, néanmoins, ça participe à détruire une référence, d'avoir ce Pacs qu'on en rit aujourd'hui et qui ne soit pas utilisé à bon escient. Sa simple existence ou son simple maintien
participe quand même à détruire l'institution du mariage et la raison d'être, l'équilibre même de la société. À participer par un glissement, en effet, si... Mais qui était prévisible. Mais qui était prévisible, mais s'il y avait eu la volonté politique de ne pas faire avancer la chose, elle n'aurait pas avancé. Or, c'est vrai, clairement, là, ça a été un outil. Voilà. Moi, je pense qu'il peut avoir son utilité par ailleurs sur d'autres aspects, mais là, ça a été comme quoi, par exemple, parce que là, je vais aller plus loin que ce que dit Louis. C'est un outil militant. Pourquoi ne pas l'abroger? C'est une question ouverte, hein. J'ai pas de... Enfin, si, j'ai un avis sur la question, mais ça intéresse personne. Ça me choque pas dans l'absolu que des gens aient envie, y compris des hétérosexuels, de passer par le biais du Pacs plutôt par le biais du mariage. Enfin, je veux dire, après, moi, j'aime bien laisser la liberté de choix, ça me choque pas dans l'absolu. Il y a des gens qui n'ont pas envie de rentrer dans un aspect, comment dire, tout l'aspect moral dont je parlais tout à l'heure du mariage, simplement s'en tenir à un aspect fiscal de pratique au quotidien. Je ne vais pas les priver de ça s'ils préfèrent, à la limite pourquoi pas. La seule chose c'est qu'en effet il ne faut pas que ce Pacs devienne un outil de glissement ou un espèce comment dire, de mariage, si je puis dire, simulé, détourné. Parce que je crois que ça n'était pas du tout son objet initial et j'en vois pas du tout l'utilité parce que je veux justement maintenir la sacralité du mariage qui doit être réservée à un homme et une femme en lien si vous voulez avec la finalité de reproduction du couple qui aujourd'hui est totalement déconnectée et m'apparaît un peu largement problématique. Est-ce que dans cette perspective-là, on ne devrait pas, ce qui avait été évoqué au moment justement des grandes manifestations de 2012 et 2013, aller au-delà? Et est-ce que c'est pas l'occasion pour l'Église finalement de s'affranchir de ce mariage civil nécessaire devant la mairie, faire comme en Italie, c'est lui conserver intégralement son côté sacré et spirituel justement. J'avais déposé un amendement. Parce que finalement aujourd'hui avec ce faux mariage et le Pacs, pourquoi est-ce que les catholiques vont se marier J'avais demandé un amendement en ce sens, parce qu'aujourd'hui il y a une aberration qui a été... C'est aberrant la situation. Qui est un héritage de la Révolution française, qui fait qu'on est obligé de se marier à la mairie avant de pouvoir se marier religieusement. Voilà. Quel titre, je ne sais pas, je trouve ça scandaleux. Après tout, on devrait pouvoir recevoir un sacrement sans devoir demander l'autorisation à la République française. J'avais déposé un amendement en ce sens, qui évidemment avait été rejeté à l'époque, mais sans avoir la capacité de m'en donner aucune explication. Après, la question que vous me posez, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est aux prêtres, c'est aux évêques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à un moment donné, peut-être faudrait-il forcer le débat, en effet, en permettant... parce que je vous signale qu'un certain nombre de musulmans n'ont absolument pas ces complexes, sans que la République française n'en soit choquée. Ils n'ont pas tellement de complexes en fait. Non, ils ont assez peu de complexes, c'est-à-dire c'est pas leur truc en fait. C'est pas le complexe n'est pas leur truc, non. Mais en revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de mariages musulmans qui sont fêtés et qui ne sont absolument pas passés par la mairie civile en amont, sans que la République française n'y trouve rien à redire, on ne se donne les moyens. Peut-être à un moment donné, les catholiques devraient-ils aussi réagir et ne plus se laisser faire afin de forcer le débat à ce sujet-là. Je voudrais revenir sur un épisode qui pour moi a été crucial, pour vous aussi, de cet été, qui est l'université d'été de la Sainte-Baume, où vous avez, avec d'autres responsables politiques d'autres partis, été conviés à vous exprimer sur la cohérence entre les convictions et les prises de position politiques. Oui. Ou un engagement politique, même pas que les prises de position. Monseigneur Rey, donc, qui était à l'origine de cette invitation, l'évêque de Fréjus-Toulon, qui a eu à s'en expliquer, qui nous expliquait ici à ce micro très précisément justement dans quel contexte il avait organisé ça et ce qu'il en attendait, et d'ailleurs il en était ravi, et disait notre responsabilité de chrétien est de dénoncer les positions en contradiction avec nos valeurs. Propos que vous avez repris à votre compte sur cette notion de cohérence en politique. Et en disant qu'aujourd'hui, sur la plupart des sujets de société, il devenait impossible, ou quasiment impossible ou incohérent, pour un catholique de voter presque autre chose que Front National, tant les programmes, je ne parle même pas du Parti Socialiste, mais ne serait-ce que de ceux qui se revendiquent républicains ou de l'UDI, sont à l'antithèse, sont antinomiques avec vraiment ce qu'un catholique ou un chrétien a au fond de lui par rapport à ses convictions. Moi j'aimerais que vous reveniez là-dessus, parce que ça me semble fondamental, ça me semble essentiel, et que ça fait des années et des années que les chrétiens et catholiques engagés en politique font le contraire de leurs convictions, et que, il y en a sûrement qui nous écoutent, des chrétiens et catholiques qui votent avec leurs pieds et votent en contradiction
avec leurs convictions. Là, il y a quand même un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel je reviens presque dans chacune de mes émissions, c'est sur la notion de cohérence politique. Je pense qu'ils sont dupes déjà en grande partie du discours qui est tenu assez injustement, il faut bien le dire, par notamment la conférence des évêques de France, qui n'a eu de cesse de nous expliquer que la doctrine du Front National était en désaccord avec la doctrine sociale de l'Église, que ça n'était pas leur valeur, sans jamais d'ailleurs vous l'aurez remarqué, et ça je vous mets au défi d'aller voir, donner un exemple concret. Jamais, voilà, jamais. Ce sont des allégations qui ne sont jamais argumentées, jamais fondées. Et c'est vrai que lorsque, je crois, on est catholique intéressé par la politique, on a le devoir d'aller s'en tenir à des faits objectifs. Et là, objectivement, on ne peut pas m'expliquer décemment qu'il serait normal d'inviter des communistes ou des socialistes, ou de leur donner la parole à la Manif pour tous, alors même que dans le même temps, il serait insupportable de la donner au Front National. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont totalement fallacieux. La première, il y a sur la question des points non négociables, d'une part, et sur la question de l'immigration, où on nous explique que l'évangile, carrément, d'une certaine manière, nous ordonnerait d'accueillir toute la misère du monde sans aucune restriction et sans aucun contrôle particulier. On n'a pas dû aller lire le même. Non, parce que j'ai jamais lu ça dans l'évangile. Évidemment, bien sûr lu ça, et quand on lit même la doctrine sociale de l'Église, on lit à plusieurs reprises, dans la bouche d'ailleurs de plusieurs papes également, que les nations ont tout à fait le droit de mener une politique migratoire et qu'elles ont tout à fait le droit d'ailleurs d'exiger aux étrangers qui rentrent sur le territoire de respecter l'héritage matériel et spirituel du pays dans lequel ils sont accueillis. Donc il est tout à fait logique, si vous voulez, lorsque l'on est un responsable politique, que l'on a comme mission le bien commun du pays pour lequel on se bat et de ses membres, et bien d'avoir une politique migratoire raisonnée, parce qu'une politique migratoire déraisonnable, comme c'est le cas aujourd'hui, ne participe pas du bien commun. Enfin, je veux dire, on le constate au quotidien. Et dans ces conditions, il ne faut pas confondre, et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer lors de l'OSP, confondre la charité individuelle, qui est celle du bon samaritain, qui dans le quotidien doit nous conduire en tant que chrétiens à être généreux, à être bienveillants, à ne pas rejeter l'autre parce qu'il est autre, avec une charité d'État ou une charité de nation, qui évidemment n'est absolument pas comparable et transposable, et qui à mon avis est le mensonge dans lequel tentent de nous enfermer aujourd'hui les médias et les évêques de France, il faut bien le dire. Largement, puisque le Ribado Dumas, qui était donc évêque et porte-parole de la conférence des évêques de France, vous a taclé assez violemment donc, au moment justement de cette université d'été, avec des arguments totalement creux, il n'en donne effectivement aucun. Et très curieusement d'ailleurs, il se permet de citer les déclarations de 85 du cardinal de Courtrai, qui était allé faire du lèche-babouche devant toutes les organisations droits de l'homiste et notamment le Grand Orient de France, pour dire qu'effectivement jamais il ne soutiendrait le Front National. De voir un cardinal français quand la conférence des évêques de France revendiquait ce patronage de Monseigneur de Courtrai et qui était allé se coucher devant tous les lobbies français, là, moi quand j'ai lu ça, je reconnais que les bras m'en sont tombés. Je pense, vous voyez, que là, on a la représentation de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir une fracture générationnelle. Ces gens sont les gens de l'ancien monde, c'est-à-dire ceux d'une église qui d'ailleurs a le même syndrome que celui de la France, une église complexée, que l'on a forcé d'ailleurs à être dans le complexe, et qui se comporte de la sorte pour s'excuser d'être ce qu'elle est, au prétexte qu'elle aurait été la religion de l'Inquisition, de la colonisation, de la collaboration, au même titre que la France. Enfin, c'est ce qu'on nous explique en tout cas. Il va falloir qu'ils révisent dans l'histoire. Oui, dans les livres d'histoire, et donc je pense que c'est une génération qui tente désespérément et à tout prix de s'acheter une légitimité, une respectabilité, en effet, en ayant de tels comportements. Je crois que c'est une grande fracture avec justement la nouvelle génération de catholiques qui viennent, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des jeunes Français, qui ne se reconnaissent plus dans ce complexe, qui ne se reconnaissent plus dans ce besoin de s'excuser en permanence, d'être complexés de tout, qui ont envie d'être fiers d'être ce qu'ils ont, qui ont envie d'un discours de vérité sur les erreurs qui ont pu être commises, mais sur aussi les choses qui ont été réellement faites, et que dans ces conditions, je crois que sincèrement, ces paroles-là n'ont maintenant que peu d'écho au sein du peuple catholique. Le Salon Beige a publié il y a 3 jours, une semaine, un entretien confondant
de Décube, l'ancien évêque de Rouen, qui disait exactement ce que vous venez de dire, mais lui il s'en désolait. Il disait je crains que l'esprit justement de mai 62, de 68, c'est pas mai 68, de 68 soit en train de disparaître. Et ça le navrait. Donc lui, de savoir qu'il avait vidé toutes les églises, les séminaires dans son diocèse, ça ne le dérangeait pas, mais de sentir que l'esprit de Vatican II et de 68 était en train petit à petit de disparaître, ça le plongeait dans un abîme de désespoir. Je pense que ces gens en effet ont une grande responsabilité, et je crois qu'une grande partie de la résurgence française passera évidemment par le combat économique, évidemment et surtout par le combat identitaire, mais aussi par le combat spirituel. Faut pas rêver, je veux dire, on a en face des gens, et ils seront de plus en plus nombreux, qui iront mourir contre nous pour Allah. Je veux dire, a-t-on en face l'envie de mourir pour la République ou pour la laïcité, quand on voit qu'aujourd'hui ces termes ont été largement vidés d'ailleurs de leur sens. Et je crois qu'on ne pourra pas survivre aux défis qui seront les nôtres dans les années à venir s'il n'y a pas une dimension spirituelle, transcendante, de valeur et de morale que l'on doit porter aussi en politique, y compris d'ailleurs envers les athées. Et c'est là où j'en veux beaucoup une grande partie de l'Église catholique française aujourd'hui, c'est d'avoir déserté ce terrain-là, déserté le terrain aussi de l'évangélisation, voilà, au prétexte que d'un relativisme que moi je combats, y compris aussi en politique, pas seulement dans le domaine spirituel, qui voudrait qu'il n'y a pas de vérité, que finalement tout se vaut, et quand tout vaut tout, rien ne vaut rien, et que finalement croire le Coran, la Torah ou la Bible serait équivalent à partir du moment où on croit. Je ne crois pas cela, je ne crois pas que Jésus-Christ soit venu mourir sur terre pour porter un message qui finalement aurait pu être remplacé quelques siècles plus tard par le prophète Mahomet. Donc dans ces conditions, je réfute ce relativisme, et je crois que c'est la grande erreur aujourd'hui que fait l'Église catholique française, c'est de mettre tout en même plan, parce que dans ces conditions, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et donc plus rien n'a de sens. Vous venez de parler de la laïcité. De nombreuses personnalités politiques voient dans le durcissement de la laïcité la solution contre l'islamisme, quitte à ce que les interdits se multiplient, le port de signes religieux, les crèches publiques, qui sait demain les processions religieuses, les sonneries de cloches. Quelle est votre position et celle du Front National ? Alors, sur la question de la laïcité, je pense qu'en effet, la laïcité sera un outil utile contre la propagation aujourd'hui de ce qui nous pose un problème majeur, à savoir les revendications politiques de certains musulmans. Mais pas la laïcité comme religion d'État. Non, voilà. On est d'accord, mais j'allais m'en expliquer, mais justement, c'est un outil, si vous voulez, nécessaire contre aujourd'hui l'avancée, parce qu'il faut bien dire ce qui est, contre la loi d'ailleurs, de revendications politiques d'une partie de musulmans, la plupart du temps radicaux d'ailleurs, qui cèdent, qui arrivent à faire céder sous la pression, sous le chantage, sous le clientélisme, les élus politiques dans les différents échelons des collectivités. Donc je pense qu'il ne faut pas rejeter la laïcité en tant que ça, parce que je pense que ça peut être un outil très intéressant. En revanche, il ne faut pas tomber dans le laïcisme, c'est-à-dire la religion, la laïcité, qui voudrait que l'on rejette la religion de toute sphère publique. Je crois que ce qui est très important aussi de relever, c'est que la France est un pays chrétien, d'identité chrétienne, de racines chrétiennes, qu'elle a à ce titre aussi de très nombreux héritages, de traditions, vous parliez tout à l'heure de processions, qui sont à connotation évidemment religieuse et en particulier catholique, et que la laïcité ne doit pas s'en prendre à cela. Et c'est vrai que là où moi je combats la laïcité vue par la gauche, c'est que c'est une laïcité aseptisée, ça veut dire qu'on supprime tout ce qui peut avoir une connotation religieuse ou faire une référence, y compris à nos racines catholiques, dans le cadre de la sphère privée. C'est le débat qu'on a eu sur les crèches dans les mairies, où là pour le coup nos maires ont eu le courage de mettre des crèches dans les mairies parce que c'est une tradition populaire française, et le seul fait qu'elle soit en lien avec la religion catholique ne peut pas être un argument pour l'opposer par la laïcité. Donc je crois qu'il faut savoir faire ce dosage-là, et surtout ne pas remettre en cause un certain nombre de choses, comme par exemple les écoles sous contrat ou hors contrat religieuses, même s'il faut être très attentif aujourd'hui au fait... Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'émergence aujourd'hui d'écoles coraniques ne doit pas être le prétexte à supprimer les écoles catholiques. Mais c'est vrai que c'est un dosage très compliqué. Oui, comment fait-on ? C'est un dosage très compliqué. Eh bien, je crois qu'il faut
particulier s'attarder sur le fait que beaucoup de ces écoles qui sont en train d'être mises en place pour les écoles musulmanes sont des écoles de courant salafiste, comme on est en train de le constater. Et là, nous avons donc un prétexte, pas un prétexte d'ailleurs, une raison, un argument valable de refuser des permis de construire pour ces écoles, parce qu'elles pourraient véhiculer, si vous voulez, une haine de nos valeurs et de notre civilisation qu'il faut combattre. Mais c'est vrai que c'est très subtil, enfin c'est pas subtil quand on voit ces écoles coraniques, mais c'est subtil d'être dans une analyse et de dire, bon, vous êtes salafistes, donc non, vous êtes des gentils musulmans, parce qu'on a les mêmes arguments avec les catholiques. On va dire, bon, vous êtes des bons catholiques, vous êtes des mauvais catholiques, parce que vous êtes des intégristes, donc on va fermer votre école. Ce sont des arguments là et des outils qui peuvent devenir dramatiques. Le dosage entre moi, l'attachement sincère que j'ai à la liberté, voilà, pour moi le principe c'est la liberté, la limite c'est la sûreté de l'État, la sécurité et l'ordre public. Voilà, et je veux dire, c'est là où, en tant que politique, il faut avoir la capacité de se départir parfois de ses partis pris, de ses préjugés, et d'avoir une analyse objective de la situation là-dessus. Mais moi, je pars du principe que je suis attachée à la liberté. Il y a une autre difficulté, c'est que c'est la justice qui tranche. On voit bien avec les crèches publiques, ce sont les juges qui décident. Donc, que peut faire les politiques Alors, pas qu'avec les crèches, avec aussi les mosquées, puisqu'on l'a vu avec Julien Sanchez, je crois, qui se bagarre justement devant les tribunaux pour des histoires de permis de construire et de décisions qui sont attaquées. Oui, alors c'est vrai que là aussi, on paye le fait qu'on a essayé de rattraper en réalité en aval des décisions qui avaient été prises par les prédécesseurs. C'est le cas de la mosquée de Fréjus. Ça veut dire que le maire, si nous avions été aux affaires à cette époque-là, nous n'aurions tout simplement pas accordé le permis de construire et nous n'en serions pas là. Là, en réalité, le maire de Fréjus, d'ailleurs, permis de construire attribué de façon totalement illégale. Enfin, c'est un scandale cette histoire d'ailleurs. Mais nous essayons, si vous voulez, de rattraper en aval les décisions illégales d'ailleurs qui ont été prises en amont par les prédécesseurs. Donc là, bon, on paye un peu malheureusement cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat qu'il faut avoir, je crois, parce que c'est fondamental. Nous sommes tombés clairement dans ce qu'on appelle aux États-Unis le gouvernement des juges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques sont dans l'impuissance parce que nous sommes en proie, si vous voulez, à des décisions juridiques qui en réalité ont plus de poids que la représentation nationale. C'est vrai à l'échelle de l'Union européenne, enfin, voilà, avec la Cour de justice de l'Union européenne, ou même la Commission et les directives, les règlements qui en émanent. C'est vrai avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui est encore autre chose que l'Union européenne, qui a été d'ailleurs la Cour à l'origine de la décision sur la GPA, qui contraignent les États à reconnaître les enfants, à inscrire au registre d'état civil les enfants nés de GPA à l'étranger. Donc ça, c'est quand même une contrainte incroyable. Et c'est vrai aussi, on en parle moins, mais du Conseil constitutionnel, qui aujourd'hui retoque des lois votées avec toute la légitimité de la représentation nationale au prétexte d'une interprétation extensive de la Constitution totalement aberrante et délirante. C'est vrai par exemple sur le regroupement familial, il y a eu des tentatives, faut le dire quand même par le passé, de restreindre le regroupement familial qui ont été systématiquement retoquées par le Conseil constitutionnel au prétexte du droit au respect de la vie privée, qui a donc été tiré, il me semble, là de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui à l'origine était un texte symbolique et pas légal, et qui a été introduit dans le bloc de constitutionnalité, et évidemment, avec la Charte de l'environnement, les juges du Conseil constitutionnel s'en sont emparés pour étendre leur pouvoir, et ainsi contraindre de plus en plus les politiques en place. Donc il va falloir réformer ce système-là si on veut pouvoir un jour avancer en France. Je tiens à le dire à vos auditeurs, parce que c'est important qu'ils le sachent, concernant la Cour européenne des droits de l'homme aussi, il faut savoir que plusieurs États ont été condamnés et on leur a interdit de sortir de leur territoire des personnes, des étrangers ou des personnes déchues de leur nationalité condamnées pour terrorisme, au prétexte qu'ils pourraient subir des traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine. Voilà. Donc plus ils sont dangereux, moins on peut les exclure. C'est quand même important de le savoir. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Voilà, c'est pas fini. Donc je voudrais revenir un petit peu, mais tout ça est lié de toute façon, parce que dans cette espèce de laboratoire, de gros laboratoire, qui est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes confronté à ces questions-là tous les jours, et c'est devient votre travail quotidien. Comment gagner? Est-ce que d'abord, j'imagine que vous envisagez de gagner, sinon on ne se présente pas à une élection si on pense la perdre. Dans les sondages, vous êtes... Ça nous est arrivé aussi quand même. Parce que vous êtes assez haut dans les sondages, ça se présente assez bien.
Je ne sais pas si on va perdre du temps à parler de votre concurrent Estrosi, parce que... qui a refusé le débat chez Bourdin, manifestement. C'est vrai. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Petit bonhomme. Voilà, je sais pas. Manifestement, il est un peu angoissé en ce moment. On devait faire un débat ensemble le 6 octobre et il a renoncé au débat. J'espère qu'il va pas faire ça pendant toute la campagne, parce que ça va être compliqué. Il faut qu'il renonce à l'élection pendant qu'il y est. Je pense que ça nous ferait gagner du temps. Qu'il soit cohérent. Non, mais il est, en effet, c'est un défi immense. Hein. Il faut pas se leurrer, parce que nous sommes face à une grosse machine. UMP bien rodé et sans foi ni loi, parce que moi je dois dire que je suis surtout là-bas, oui, très étonnée par la capacité de Christian Estrosi de mentir de façon totalement effrontée et éhontée sans manifestement la moindre culpabilité. Il a un maître dans le domaine qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui lui a quand même montré une voie royale, hein, donc il ne fait que suivre son maître. C'est le padawan de Nicolas Sarkozy. Et donc c'est vrai que c'est très surprenant parce qu'il n'a de cesse d'expliquer à chacune de ses sorties que j'aurais donc comparé ou assimilé les protestants aux nazis, rien que ça, chose que je n'ai absolument jamais dite. D'autant plus amusant de la part d'une jeune femme dont le papy est pasteur. C'est mal vous connaître de sortir des annales pareilles. Et toute la famille paternelle est protestante, donc c'est quand même assez mal tombé, mais il n'a de cesse de répéter ça en boucle. Il essaie de récupérer l'électorat protestant manifestement, avec d'ailleurs la complicité de la Fédération française protestante, hein, qui est loin d'être des amis, loin d'être nos amis. Et c'est vrai qu'il explique également que manifestement l'obsession de la Seconde Guerre mondiale serait une maladie génétique chez nous. Je vous laisse imaginer si nous utilisions ce terme de propos à l'égard des socialistes ou de l'UMP. Bon voilà, manifestement il n'a pas grand chose à dire, c'est assez consternant, donc nous dans le même temps on essaye d'être audible sur des sujets où on l'est peut-être moins ou trop caricaturé, notamment sur la question économique et la question écologique. Parce qu'on est effectivement en plein dedans, le CAP 21 ouvrir ses portes, ça va devenir... D'ailleurs, c'est à se demander si les socialistes n'ont pas organisé ça volontairement pour qu'on oublie qu'il y avait des élections qui arrivaient au mois de décembre. Oh bah, ce serait pas surprenant, c'est une technique qui est maintenant assez éprouvée. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la question écologique doit nous mobiliser. Et c'est vrai qu'on a eu parfois à droite une espèce de réflexe qui voulait que l'écologie ayant été accaparée par l'extrême gauche, on avait tendance à rejeter en bloc tout ce que ça pouvait représenter. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt l'émergence, notamment chez les jeunes catholiques, de ce courant qu'on appelle la nouvelle écologie, et avec la mise en place de revues qui viennent d'émerger, impulsé, il faut le dire aussi, par ce pape qui a le mérite de bousculer les lignes, même si parfois on peut ne pas être d'accord. Mais voilà. Parfois on a du mal à comprendre les lignes. En fait. Voilà, mais disons que sur la question écologique, je pense qu'en effet il y a une prise de conscience à avoir, mais déconnectée, si vous voulez, de toutes les mentalités, les excès et l'idéologie de l'extrême gauche qui s'est emparée de ce sujet, alors que l'écologie, et initialement d'ailleurs, était un sujet de droite. Parce qu'il y avait une dimension identitaire et conservatrice. Et conservatrice qui était très forte et qui doit nous interpeller, et nous interpeller aussi dans le système. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se dit catholique, défendant le système libéral de libre-échange, on peut aussi se poser la question des conséquences écologiques, bien sûr. Parce que donc, aujourd'hui, on va aller manger une viande ou comme un agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc, où est aujourd'hui l'impact écologique, et on va surtout faire la promotion d'un système qui est là une course permanente au moins-disant social. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est celui qui respecte le moins de droit social, le moins de droit environnemental, le moins de droit sanitaire et qui paye le plus mal ses employés qui va s'en sortir le mieux. Est-ce qu'aussi, en tant que catholique, on peut se poser la question de savoir si cela est en cohérence avec le modèle de société qu'on a envie de défendre et le respect de la dignité humaine? C'est étonnant d'ailleurs de voir que dans les histoires d'invasion des immigrés illégaux, que ce soit en France avec le MEDEF ou en Allemagne, le patronat se réjouissait de cet apport d'une main-d'œuvre sous-qualifiée et qui sera sous-payée. Oui, il y en avait un à l'époque qui était interpellé par ça, il s'appelait Georges Marchais, il était communiste et c'était maintenant il y a quelques dizaines d'années. Et il expliquait que clairement aujourd'hui il fallait lutter contre l'immigration parce que c'était
utilisé, si vous voulez, notamment par... moi, j'aime pas le terme patronat, parce que je trouve que ça regroupe beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, mais en tout cas, par une certaine forme de certains chefs d'entreprise qui y voyaient un effet d'aubaine, si vous voulez, la capacité de pouvoir payer beaucoup plus mal des gens nouvellement arrivés qui accepteraient des conditions de travail et de salaire que n'accepteraient pas les Français, et surtout de créer une tension sur le marché du travail, parce qu'il faut savoir que nous importons une immigration à bas niveau socio-professionnel, très peu qualifiée, et que dans le même temps, ces emplois qui pourraient correspondre à ce peu de qualification, c'est-à-dire l'industrie et l'agriculture, sont en train de mourir. Donc nous créons de facto une tension sur le marché du travail, et il suffit pour s'en convaincre de regarder les chiffres du chômage dans les banlieues françaises, où les taux d'immigration sont très importants. Évidemment, le taux de chômage est beaucoup plus élevé chez les populations d'origine immigrée, et en conclusion de ça, bien évidemment, la grille des salaires est en train de s'effondrer. C'est ce qu'on appelle une dévaluation interne plutôt qu'une dévaluation externe comme le permettrait la monnaie. Pour revenir au régional, Louise, tu dis d'après Libération, il y aura 3 listes classées à la droite de la droite. La vôtre, celle de Jacques Bompard et celle de Jean-Claude Martinez. Est-ce que le scénario des sénatoriales va se répéter, divisé donc tous perdants? Alors, Jean-Claude Martinez en fait monte une liste, mais pas dans ma région. Dans celle de Louis Alliot. Et en effet, il était venu soutenir une liste manifestement en construction de Jacques Bompard avec le Parti de la France, il me semble. Écoutez, je vous dis, moi j'en ai un peu assez de perdre du temps là-dedans. J'ai rien à me reprocher, je vais vous le dire sincèrement. Au départemental, il a été impossible de travailler, de négocier avec Jacques Bompard, qui avait des revendications absolument incroyables. Je tiens à rappeler quand même que le Front National s'est désisté au profit de Marie-Claude Bompard et de son binôme à Bolène face à la gauche pour éviter une victoire de la gauche. On aurait pu... à votre initiative. À notre initiative, et nous étions derrière eux, mais nous étions pas loin. Donc je veux dire, nous aurions pu largement nous maintenir. Après tout, c'était le jeu démocratique. Nous avons essayé d'être intelligents. En dépit de cela, on aurait pu s'attendre à un minimum de reconnaissance, parce qu'il n'aurait pas gagné sans cela. Manifestement, je crois que Jacques Bompard est enfermé dans, je ne sais pas, une querelle de personnes, de revanche que je ne m'explique pas. Ce que je trouve surprenant, c'est qu'il ait manifestement la force de monter une liste alors que je ne l'ai pas vu à l'Assemblée depuis les départementales. Donc écoutez, c'est pas grave que le meilleur gagne. Alors c'est vrai, au-delà de la personne, c'est désolant, ça c'est certain. Comment arriver à espérer justement, vous en parliez en tout début d'émission, à créer cette par-delà les partis, cette union sacrée indispensable à une période qui devient chaque jour plus dramatique. Et à un moment donné, justement, cette logique de parti devrait passer outre. Parce que moi, là, j'ai le communiqué de la Ligue du Sud qui dit « nous ne sommes pas satisfaits ». Bon, il n'y a pas non plus une agressivité gigantesque. Quand est-ce qu'on peut espérer, dans votre région, mais partout ailleurs, avoir des gens venant de tous les partis d'ailleurs, simplement qui sont des patriotes sincères et qui ont envie de sauver ce qui est encore sauvable? Malheureusement, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, en effet, comme je vous le disais, les institutions ont fabriqué la prédominance des partis et qu'il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas faire sans. Voilà, je sais que moi j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont envie, légitimement, parce que je le comprends, de sortir des partis, de faire des initiatives citoyennes, partisanes, de créer une cohésion de personnes avec des talents, des compétences particulières en dehors des partis, mais je veux dire, vu l'urgence de la situation, il ne faut pas se leurrer, ce sont des choses, sauf à très petite échelle, qui sont vouées à l'échec. Voilà. Mais est-ce que vous ne sentez pas malgré tout que c'est quand même en train de changer? Parce qu'on voit les appels du pauvre Cambadélis qui est plus sinistre chaque jour et plus enferré dans ses bêtises, de faire une union sacrée contre vous, comme d'être toujours le front républicain pour protéger la France. Plus personne n'en veut, ça fait un flop absolu. Donc, même à droite, on a vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus d'initiatives de gens qui veulent se détacher de ça pour parler en vérité. Ne serait-ce que pour parler en vérité. Parce qu'ils en ont soupé d'entendre ça. Est-ce que vous, sur le terrain, vous le ressentez pas réellement? Je pense qu'il y a certainement des personnalités, aujourd'hui, notamment à l'UMP, qui ont envie de sortir de cela, mais nous ne sommes pas encore dans un état de décomposition assez avancé, manifestement. Voilà. Et il ne faut pas se leurrer. Mon grand-père avait l'usage de dire que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Et là où il y a des places, il y a des ambitions, voilà, c'est comme ça. Et donc partant de là, les élections étant un tremplin, c'est vrai qu'on n'échappera malheureusement jamais à ça. La seule chose, c'est qu'après, il faut être intelligent au deuxième tour. C'est surtout ça le sujet. Et là, j'espère qu'on pourra éventuellement être intelligent. Et c'est vrai que moi, je suis un peu catastrophée de voir, par exemple, des mouvements comme celui de Dupont-Aignan, Aignan, pardon, il n'aime pas qu'on mette le T, la liaison, quelqu'un que j'apprécie par ailleurs, enfin je veux dire avec qui maintenant on a quand même des points d'accord manifestes, Ouais. continuer à s'enfermer, préférant aller faire des alliances avec Mélenchon et Chevènement qu'avec nous, je veux dire à un Enfin, moment qui donné, sont déjà en train de capoter. Donc, qui sont déjà en train de capoter, à un c'est- moment c'est donné, ridiculisé quand même, ne là. faut-il pas être un petit peu raisonnable et essayer d'avancer, parce que c'est vrai qu'à l'échelle de 10-15 ans, il en va de la survie de notre pays, enfin je pèse mes mots, aujourd'hui la France n'est même plus un État, quand on regarde les critères aujourd'hui de définition d'un État, à savoir battre monnaie, avoir des frontières, nous n'y répondons même plus, mais surtout, vu l'accélération du processus, il en va de notre survie, donc c'est vrai que moi je suis un peu énervée par ça, mais je veux dire, j'ai pas encore assez de légitimité dans le temps pour pouvoir impulser quoi que ce soit, donc j'espère que Marine Le Pen y parviendra. Il y a un sujet qui gêne à peu près tous les partis, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le sujet des points non négociables. Oui. Vous en avez parlé à la Sainte-Baume, vous avez affirmé que le Front National s'était systématiquement opposé aux lois sociétales portant sur la recherche sur l'embryon, l'avortement, la sédation profonde et l'euthanasie. Or, quand ces questions ont été débattues ces derniers mois, à l'Assemblée, au Sénat, les élus du Front National ont été absents, ou ils n'ont pas pris part au vote, où ils se sont abstenus. Je pense notamment à la résolution faisant de l'avortement un droit fondamental. Je pense aussi à l'article supprimant le délai de réflexion avant un avortement, ou à la proposition de loi sur la fin de vie. Peut-on espérer une plus grande cohérence du Front National ? Je vais vous répondre là-dessus. Sur la question du droit fondamental à l'avortement, moi, là pour le coup, j'ai eu un empêchement d'ordre personnel, j'ai pas pu faire autrement, donc j'ai donné mon pouvoir à Gilbert Collard, et lui, pour le coup, était sur l'abstention. Moi, j'étais contre, mais on ne peut pas dissocier les votes. Sur la question du délai, je suis très surprise que vous me disiez ça, parce qu'en l'occurrence, j'avais moi-même déposé un amendement que j'avais défendu, justement pour lutter contre ça. Donc là-dessus, je pense que c'est nous faire un mauvais procès. Après, ne pas oublier quand même... Les députés républicains ont déposé un amendement pour faire obstacle à cet article. Et donc, quand cet article a été débattu, enfin, je regarde Ah oui, mais ça, sur les l'article... votes, les députés Front National étaient Ouais, absents. Et ensuite, au Sénat, les sénateurs Front National n'ont pas Parce pris qu'en fait, part sur les articles, il faut savoir une chose. Bon, nous sommes des députés non inscrits. Hein, donc, je veux dire, après, c'est compliqué, si vous voulez. On ne peut pas se relayer comme le font les autres députés ou donner nos votes. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas être présent systématiquement sur les heures et les heures de débat. Bon, ça, de facto, on n'y peut rien. En revanche, vous regardez le vote de la loi finale. La loi, oui. Je veux dire, là, on vote, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que ça, malheureusement, c'est le système qui est fait de cette manière-là. On a des limites de temps et qui sont un peu compliquées, quoi, de ce point de vue-là, à gérer. Mais il n'y a pas d'ambiguïté sur le positionnement. Je veux dire, vous le voyez sur la loi finale, c'est le vote important qui est retenu. Pour la loi Claes-Leonetti qui a permis une euthanasie déguisée, Gilbert Collard était absent, vous aussi. Vous avez dit ensuite que vous vouliez voter contre. Les sénateurs n'ont pas pris part au vote. Ça, j'avais voté contre, sur cette loi-là. J'ai voté contre. Donc en l'occurrence, j'irai vérifier. Non, mais très bien, comme ça, au Non, moins, les choses mais je veux dire, là-dessus, il n'y avait sont pas dites. d'ambiguïté. J'avais même pris la parole à l'époque. La seule chose, c'est que je vous le dis franchement, il est impossible pour nous, à deux, d'être présents à l'intégralité. Il faut dire ce qu'il y a, d'être présents à l'intégralité des débats. Ça, c'est clair et net. Surtout quand on a, malheureusement, les impératifs de campagne et de surcroît les responsabilités qu'au sein dans nos mouvements respectifs. Voilà, c'est compliqué. Et je m'en excuse, mais j'ai hâte que nous soyons beaucoup plus nombreux à l'Assemblée pour pouvoir compenser cela. Donc il n'y a pas eu d'ambiguïté sur tous ces sujets-là. En l'occurrence, vous verrez le vote de la loi finale. Ça, c'est le rendez-vous en 2017. Exactement, le vote de la loi finale, qui est le vote fondamental et le plus important, est répertorié. On a systématiquement voté contre. Et là-dessus, d'ailleurs, on a été cohérents. Enfin, je veux dire, faut pas mentir. Globalement, on a été quand même beaucoup plus cohérents que ne l'a pu l'être d'ailleurs la droite, qui a été à l'origine d'une grande partie de ces avancées. Sur la sédation profonde, ne pas oublier quand même que c'est une proposition de loi droite-gauche, là pour le coup, qui est portée et qui est d'une hypocrisie absolument scandaleuse. Et c'est vrai que sur la question du droit fondamental, comme je vous dis, il y a eu ce petit couac, parce que moi j'étais contre, et Gilbert Collard qui est au RBM, lui, voulait s'abstenir, mais je considère en effet que c'était quelque chose de terrible, parce qu'à partir du moment où on considère que l'avortement est un droit fondamental, tous les obstacles, si vous voulez, à ce droit deviennent de facto condamnables. Et donc toutes les limitations
à ce droit deviennent des obstacles à l'obtention de ce droit. Et donc, évidemment, la conclusion a été de facto la suppression du délai de réflexion. Ce qui a permis de faire condamner le docteur Dor récemment à 10 000 €, je crois, pour avoir simplement donné une paire de petits chaussons à une mère de famille. Ça devenait inconstitutionnel, ça devenait contraire à la loi, donc il a été condamné, même en appel. Donc, oui, non, mais c'est un sujet là encore, on marche sur la tête. Qui Pour devient Marion, on marche sur la délirant. tête. Non, mais c'est vrai, et puis c'est surtout, moi je vais vous dire, la question de l'avortement, c'est le tabou absolu en France, mais bien au-delà de l'immigration, bien au-delà de l'immigration. Je veux dire, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas parler normalement, raisonnablement, se poser la question de savoir s'il est normal encore aujourd'hui d'avoir 250 000 avortements par an en France, un chiffre qui ne baisse pas alors que la contraception a été largement généralisée, l'obtention facilitée, la gratuité permise, le contournement des parents accéléré, enfin, on ne se pose pas cette question. Il faut peut-être se poser la question de savoir ce que serait la France, même d'un point de vue économique et de son rayonnement, si ces 8 à 10 millions d'enfants étaient nés. Oui, parce que c'est une saignée qui est encore plus violente que la Seconde Guerre mondiale ou que la Première. Il ne raisonne que d'un point de vue économique, mais c'est vrai que c'est un sujet, je vous le dis, où on est le seul fait d'en parler, le seul fait, comme au Front National nous le faisons, de remettre en cause le remboursement systématique, déjà est un objet de diabolisation monstrueux. Je veux dire, c'est vrai que c'est absolument terrifiant. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faut avancer, et je pense qu'il ne faut pas être dogmatique là-dessus, il faut accepter de la politique du petit pas. Oui, et à l'échelle de la région, par exemple. Ah bah sur l'avortement, malheureusement... Je pense aux subventions. Oui, voilà, il y a une marge de manœuvre sur les subventions, absolument, et ça, vous avez raison, il va falloir s'y atteler, mais en revanche, on ne pourra pas aller au-delà de ça. Il nous reste 2 minutes, Marion, pour finir. Louise, tu dis pour le Salon Beige, est-ce que vous avez une dernière question ou une remarque à faire ? Saluer les lecteurs du Salon Beige. Je vous laisse la parole pour conclure, je dirai un petit mot après. Quand il y a 3 ans, on m'a donné ce siège, je l'ai fait avec beaucoup d'émotion parce que moi, mon grand maître à penser, c'était Serge de Beketch, qui, je vous le dis très sincèrement, aurait été très heureux d'être à ma place aujourd'hui. Que je salue, et si on se bagarre, c'est beaucoup grâce à l'exemple qu'il nous a donné, à l'élan infatigable qui était le sien sur les points non négociables sur lesquels il ne transigeait pas beaucoup non plus. Je vous laisse la parole pour conclure. Oula, et vous me prenez au dépourvu. Non, bah écoutez, merci déjà de m'inviter. Navré de ne pas venir plus souvent, mais parce qu'il faut m'inviter plus souvent. Et je serais ravie un jour de pouvoir débattre avec Henri de Lesquen, qui semble avoir énormément de choses à nous reprocher, pour éventuellement voir si véritablement nous sommes si éloignés que cela. Je lui propose en direct, les auditeurs et les lecteurs du Salon Beige en sont témoins. Henri, cher Henri, je vous propose dans une de mes prochaines émissions un débat avec Marion Maréchal Le Pen sur la question justement des élections, des programmes et de l'avenir de la France. Je compte sur vous pour relever ce défi que manifestement Estrosi ne veut pas relever. Alors on va pas finir avec Estrosi, ce serait lui faire trop d'honneur, donc il faut finir sur autre chose. Je vais éventuellement dire que je suis de celles qui pensent que l'engagement politique est fondamental, en particulier lorsque l'on est catholique, et que dans ces conditions, j'invite une fois de plus tous ceux qui ont une conscience politique à s'engager, même si ça n'est pas chez nous, ils finiront par y venir, de partir pour qu'on puisse demain travailler ensemble dans la perspective du redressement de notre pays. Merci beaucoup Marion Maréchal Le Pen. Bon courage pour votre campagne qui se poursuit. Rendez-vous dans 4 semaines. Ce sera le 1er novembre, jour de la Toussaint, pour le second volet de nos entretiens avec le Salon Beige. Je recevrai un homme libre aussi et un poète que j'aime tout particulièrement. Je vous laisse avec un auteur choisi par Marion et qui vous révèle d'une certaine manière peut-être son programme pour la France.